Grenoble, c'est 308 hectares d'espace vert public pour les 160 000 habitants et donc sur les 1850 hectares que couvre la ville. L'urbanisme, la santé, la nature en ville, voilà des termes qui peuvent paraître antinomiques. Les risques allergènes, les insectes ou les espèces animales dites nuisibles ou en tout cas envahissantes ou en tout cas pas forcément désirées. Comment peut-on concilier biodiversité et santé en ville? Et pourtant, on le sait, on l'intuite évidemment, mais on a de nombreuses études aujourd'hui qui le montrent également. Le fait d'habiter à proximité d'un espace vert en ville est bénéfique à la santé publique, à la santé en général. On constate des améliorations de qualité, de quantité de sommeil, une meilleure santé mentale, une moindre anxiété, une moindre prévalence du diabète de type 2, moins de troubles cardiovasculaires, des poids de naissance plus élevés chez les nouveau-nés, une baisse aussi du taux de prématurité et ainsi qu'une moindre mortalité générale. Merci Gilles Namur. Écoutez, on est, grâce à vous, rentré dans le vif du sujet et je pense qu'il y a bon nombre de thèmes sur lesquels on va revenir durant cet échange. Et vous nous avez montré combien la ville s'engageait sur tous ces leviers donc, qui permettent de protéger et de développer donc, cette nature en ville et pour en fait, la santé et le bien-être de ses habitants. Et venir ici, c'est aussi mieux comprendre comment la ville a pu naître ici, s'appuyer sur les lignes du paysage et de ces deux rivières et s'y développer. Et donc appréhender ce paysage d'un seul coup d'œil, on a considéré que c'était une très belle expérience introductive à notre débat de ce soir. Santé et urbanisme, quelle approche de la nature en ville? Alors finalement, rien n'est moins simple à aborder que ce sujet, car se questionner sur la nature et la santé et la ville, c'est avant tout se rappeler que la nature, le paysage et l'humain s'inscrivent, et je le cite, dans une chaîne subtile de maillons innombrables. C'est ce qu'écrivait Emerson. Du point de vue du philosophe, donc la nature, c'est une composante de l'univers qui, associée à l'âme, semble devenir entièrement dévolue à la réflexion humaine. Et dans cette acception, les fleurs, les arbres, les animaux, les montagnes semblent détenir une sagesse de quelques heures meilleure que nous souhaiterions tous secrètement retrouver. Donc regarder ainsi le sujet de la réconciliation entre les aspirations profondes pour une nouvelle habitabilité du monde et la réalité du terrain peut sembler très difficile. Le paysage est décor et marchandise esthétique d'un côté et paysage profond, essentiel, sensuel et nécessaire de l'autre. Ne prenons cependant pas cette affirmation pour une vérité, car ce que nous apprend la pratique, votre pratique à vous, qui êtes concepteur, architecte, ingénieur, urbaniste, institutionnel, scientifique, médecin, mais aussi habitant de la ville, c'est que le destin de ce milieu, qui est le nôtre, et l'écriture et la compréhension fine de son habitabilité est une absolue nécessité à la continuité de notre existence. Donc on l'évoquait évidemment tout à l'heure, et ça, je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue. Donc je me tourne à présent vers vous, et Carolina et Michel, pour que nous puissions écouter avant tout vos parcours respectifs. Donc Michel, je vais commencer par toi. Donc on évoquait tout à l'heure la cabane dans les Cévennes, mais cette histoire avec les Cévennes, elle commence finalement il y a bien plus longtemps et elle va se mêler intimement aussi à une évolution, je dirais, de ta pratique et de tes convictions en tant que paysagiste. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, merci. Merci Christine, et puis merci en effet à la Fondation EA de nous inviter. Donc en effet, j'étais encore ce matin dans ma cabane en bois de 4 mètres sur 3, où il fait 2 degrés d'hiver, et j'en suis très heureux puisque mon but c'est d'habiter le paysage, mais vraiment d'habiter le paysage. Moi, maison égale prison pour moi, donc juste, je veux pas de maison, je veux juste des cabanes dans lesquelles j'ai mis tous mes livres d'ailleurs. Si vous venez dans les Cévennes, faire le tour des Cévennes à pied, vous rencontrerez à un moment donné dans la montagne une bibli low-tech, je l'appelle la bibli low-tech, parce qu'en effet, vous ouvrez et il y a 1000 livres sur le paysage, sur la poésie, sur la philosophie, que vous découvrirez tout simplement, car c'est toujours ouvert à tout le monde.
Donc, ceci dit, les Cévennes, ça fait 33 ans qu'on y va avec Christine. On a surtout aussi fait des chartes de paysage. On a beaucoup travaillé pour les communes, pas seulement pour faire de l'aménagement, mais pour réfléchir ensemble à l'environnement et au paysage. Et puis, donc, c'est pour moi, c'est aussi, j'ai beaucoup invité d'étudiants. Il y a Valérie Berger qui est là, qui est venue remonter des murs. Donc, on a beaucoup invité des étudiants pour faire des travaux auprès des communes, avoir identifié qu'elles étaient dans une telle misère qu'il fallait que des étudiants viennent nous aider pour planter des arbres, pour remonter des murs. Et ça, c'est aujourd'hui magnifique parce que Valérie, il faut que tu reviennes. On a aussi planté 500 arbres qui aujourd'hui commencent à pousser. On a fait vraiment de la grosse foresterie. Donc c'est un travail vraiment de paysagiste au sens du paysage. Et je ne dissocie pas, moi, le paysage des campagnes du paysage des villes. Donc ma relation au paysage, c'est quoi, au bout du compte ? D'abord, les Cévennes, c'est une espèce de musée imaginaire, hein, puisque je m'alimente aussi dans les Cévennes, ici, là, dans la Chartreuse ou dans le Vercors, mais je m'alimente dans ces espaces ouverts, sauvages, peu habités, pour comprendre comment ils ont été faits, parce qu'ils ont tous été artificialisés aussi, ils ont tous été recolonisés, replantés, tout le pourtour méditerranéen a été planté de multiples fois, pour savoir aussi comment ces images-là vont m'aider aussi à transformer les villes. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à faire des villes à la fois plus denses, vous le disiez très bien tout à l'heure, plus denses, plus habitées et plus naturelles. C'est vraiment la contradiction numéro 1 des paysagistes, et tant mieux. C'est un sacré challenge qu'il faut relever pour les jeunes comme Carolina. Hein. Mais donc, c'est un sacré faire d'une ville à la fois plus dense et plus naturelle. Donc, je bosse en ce moment avec la métropole de Bordeaux pour y planter 1 million d'arbres. Et donc, je propose de transformer vraiment beaucoup d'espaces publics qui sont aujourd'hui des espaces qui ont été conçus par les ingénieurs voirie au XXe siècle, du temps de la dictature de la bagnole. Moi, ça fait 20 ans que j'ai plus de voiture en ville. Hein. Donc, la dictature de la voiture a fait que toutes les voiries, tous les espaces ont été voués à la voiture. Aujourd'hui, il faut en refaire des espaces publics. Vous savez très bien, Grenoble, des espaces. Et la nature, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est la nature ? Au bout du compte, la nature fait partie du paysage, mais c'est pas tout. Les paysagistes, c'est pas juste des naturistes. Je veux dire, si quelquefois, mais pas tout le temps. C'est aussi des culturistes. Et ça, c'est l'enseignement de l'école du paysage quand j'ai commencé en 78. Après mon tour de France à pied en 76, où j'étais passé vivre dans les tours qui sont là à Grenoble, il y avait une exposition qui s'appelait Les gens de là-haut. Et en 76, à pied, j'étais venu de Bordeaux. Et donc, il y a vraiment la question de la nature se pose tout le temps à nous. Et je ne veux pas que ça soit justement, c'est pour ça qu'on va en reparler tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit une espèce d'obsession absurde, bête, je dirais, parce qu'en fait, il faut que la nature elle soit désirable. C'est-à-dire qu'en 1976, le ministère de l'Agriculture découvre le paysage. C'est exactement ça, découvre le paysage. Donc on se rend compte que cette vocation-là, on ne peut pas faire uniquement de l'agriculture, uniquement avec une vocation de productivité, et que sans doute qu'il y a une pensée culturelle à développer sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment important de comprendre que ces trois pensées qu'il y a eu, qui nous ont été présentées pour le paysage, ont été représentées par Michel Corajou, que vous connaissez sans doute, vous avez entendu parler évidemment, par Bernard Lassus, qui est un grand chercheur aussi, et par Gilles Clément, qui lui est très populaire aujourd'hui. Gilles Clément, tu vas en parler, donc de fait que je connais très bien, bien sûr, mais qui va parler de la nature. Alors Gilles Clément, c'était un peu louche parce qu'à cette époque-là, il faisait beaucoup de mix border plutôt, et il travaillait pour les princesses, et nous, on n'aimait pas trop les princesses. Par contre, Corajou, lui, voulait travailler pour la banlieue, donc il était sur le dur, il n'était jamais allé visiter le jardin de Versailles quand il nous enseignait à Versailles. Et il revendiquait le fait de ne jamais être allé au jardin de Versailles. Donc c'est dire la position dure qu'il avait. Il a dit, le paysagiste, il va travailler dans la banlieue, là où c'est dur. Moi, j'ai travaillé aux Minguettes. Je me suis fait braquer quelques fois, ça m'est arrivé à Lille, etc. Donc, et on se sentait utile vraiment avec Corajou, parce on était à d'égal à égal avec les urbanistes et les architectes. C'est celui qui a donné ce pouvoir, au bout du compte, aux paysagistes, alors qu'on est beaucoup moins nombreux que les architectes et les urbanistes, d'intervenir sur la ville. Et ça a été formidable, et de passionner les débats, justement. Et puis Bernard Lassus, lui, c'était vraiment un intellectuel, ça l'est toujours, parce qu'il n'est pas mort, il a peut-être 90 ans maintenant, et ça a été vraiment un intellectuel qui a initié toute la pensée paysagère, et tous les chercheurs qui ont suivi ensuite, dans les années 80, il y a eu énormément de livres qui sont sortis, Augustin Berg, Alain Roger, t'en parles tout à l'heure, bon, énormément de penseurs qui ont pensé la notion paysage, justement comme, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma carrière, comme cette relation sensible qu'on entretient avec l'environnement. Si on veut qu'on transforme les villes,
et c'est ce que j'ai toujours fait sur les villes, je travaille un peu partout dans le monde, mais c'est vraiment le fait qu'il faut communiquer cette idée, voilà, cette jouissance, c'est pour ça que je parle de choses, que la nature peut nous apporter. Alors, quelle nature? Évidemment, c'est une nature très interprétée, très adaptée. Ce que j'allais dire, t'aimes pas tellement le mot nature. Non, j'aime pas. C'était un mot qui était banni à l'école du paysage. Donc, il y en avait qu'un qui l'a employé, c'était Gilles Clément, qui a été viré tout de suite. Et après, il est revenu, évidemment, hein, par la porte de derrière. Mais, non, mais c'était un mot qui était absolument détesté, parce que justement, c'est un mot qui veut tout dire et son contraire. C'est-à-dire qu'en effet, si on considère que l'homme fait partie de la nature, un avion en réaction, c'est la nature. C'est un objet de l'homme qui est un être naturel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste? Et au bout du compte, souvent on dit la nature, j'aime la nature, j'aime la nature. Nous, on voit bien dans notre pratique professionnelle, on plante un arbre, on fait une zone humide, naturelle, tout ça, j'en ai fait beaucoup. Hein. Mais on se fait tuer par les riverains en disant oui, ça va nous amener des moustiques, des araignées, etc. Mais c'est infernal. À Nantes, j'ai planté des plantes grimpantes pour remplacer des arbres qui avaient été coupés sur une ligne de tramway. Des plantes grimpantes, mais ça a été des soirées infernales avec les gens, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on plante des plantes, alors que ce n'était même pas des plantes qui s'accrochaient sur les façades. Donc, c'est un discours très, très convenu, je dirais, j'aime la nature, et en fait, ce n'est pas du tout vrai. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à passer, ce n'est pas du tout vrai. Donc, il faut qu'on arrive à dire, oui, on a une nature d'artifice, au bout du compte, mais qui est une vraie nature aussi, c'est une vraie biodiversité, qui est réinterprétée pour qu'elle soit en harmonie avec la vie des hommes et la vie urbaine, tout simplement. On ne peut pas faire juste une nature sauvage en plein milieu de la ville, c'est pas possible. Donc, on va voir comment Carolina va l'interpréter, cette notion, mais je vais peut-être lui laisser la parole maintenant. J'allais justement utiliser cette transition sur la vie urbaine pour te donner la parole, Carolina. Toi, ton parcours, il est porté par des convictions aussi très affirmées, hein, mais sur une pratique qui permet à la fois de dessiner des jardins, mais aussi de gruter des arbres sur des toits en milieu urbain, et donc c'est bien cette relation à la ville que nous regardons aujourd'hui, donc je te laisse nous en dire plus. Bonsoir, donc c'est déjà un grand merci parce que c'est très intéressant d'être avec vous. Alors, mon parcours a commencé à sciences politiques, même pas architecture, donc le paysage était quelque chose qui arrivait très progressivement dans mes réflexions, et le titre des paysagistes concepteurs ou conceptrices est arrivé 10 ans après grâce à la pratique en fait, par validation des acquis. Moi, j'ai commencé à sciences politiques parce qu'à l'époque où on choisit le métier qu'on veut faire, j'avais une passion, le dessin, et une envie, faire un métier utile pour les autres. Et j'avais l'impression qu'en étudiant les sciences politiques, j'allais mieux comprendre la société dans laquelle j'allais vivre. Puis un jour, j'étais sur un chantier en rénovant en fresque, et le peintre à côté de moi m'a dit « Mais t'as qu'à faire architecture, tu dessines pour les autres ». Et j'ai tout laissé, je suis partie étudier l'architecture. À l'époque, il n'y avait pas d'école des paysages en Italie. Donc, l'architecture, je finis par me retrouver en dehors des bâtiments. Ça ne m'a jamais trop intéressé, la partie bâtie, mais plutôt dans l'espace public, en fait, cet espace qu'on partage dans la ville. Il y a aussi question de ville ce soir, des villes et des natures en ville ou pas de nature en ville, tout ce sujet qui est à la fois philosophique, esthétique, politique, scientifique. Dans la ville dense, ce qui est très intéressant, je pense, ce qui pour certains n'est qu'un vide entre les bâtiments et pour d'autres du paysage, c'est vraiment l'espace public qu'on partage avec un public qui est extrêmement diversifié, c'est-à-dire l'espace public doit être compris, apprécié possiblement et partagé par des gens de toute origine, de tout âge, de toute profession, de tout état physique et conditions physiques. C'est vraiment cette relation à l'individu dans ce besoin, on va dire, basique qui m'a toujours fascinée. À l'époque de ma première formation, on lisait beaucoup en fait, tous les livres qui ont été écrits autour des années 60, 70, 80, Jane Jacobs, Vie et mort des grandes villes. Elle esquisse l'idée en fait que le voisin n'est pas forcément mon ennemi, ou source des nuisances. Elle esquisse aussi l'idée que dans la ville dense, le fait qu'on partage l'espace, ça donne un sentiment de sécurité. Le voisin peut être aussi quelqu'un qui nous aide dans notre vie, pas simplement quelqu'un qui nous gêne. Rebecca Solnit, année 2000, elle a écrit un livre, L'histoire de la marche, et elle fait un lien qui est assez passionnant entre le fait de marcher et la pensée. Comment le simple fait de marcher engage une réflexion différente que conduire en bagnole, être dans le train, regarder notre portable. Donc cette relation à l'espace que l'on partage dans la ville, et à la société, en fait, comment on le vit individuellement, comment on le vit collectivement, est particulièrement intéressant parce qu'en fait, Christine, une fois, elle m'avait corrigé un texte en disant ce n'est pas un projet de ville, c'est un projet de vie, juste en mettant entre parenthèses les deux L du mot ville. Et j'ai trouvé qu'elle avait assez bien saisi une préoccupation qui était un peu derrière le texte, en fait.
Récemment, en fait, peut-être parce qu'on préparait cette soirée, j'ai un ophtalmo pour ma fille et je lisais un article sur l'épidémie de la myopie. Alors, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir une épidémie de myopie. Il paraît que les yeux des enfants, quand ils grandissent en ville, dans l'espace confiné de leur appartement, devant un écran, mais aussi dans l'espace de la ville, où l'horizon est constamment entrecoupé des bâtiments, les yeux ne s'habituent pas à regarder le lointain. Donc c'est très intéressant comment l'espace dans lequel on grandit et dans lequel on évolue peut avoir aussi un impact physique, en fait, sur des questions de santé, dans le sujet dont on parle ce soir. Quand je commençais à m'intéresser à l'espace public, évidemment, je suis arrivée au paysage au bout d'un moment. Sauf qu'en Italie, à l'époque, c'était les années 2000, 98, 2002. Je n'ai plus mon diplôme parce que je me suis diplômée à nouveau dans une situation un peu floue. Je finis architecture, je suis venue en France pour faire le paysage, je suis revenue en Italie pour avoir mon diplôme, donc je ne sais plus si c'était 2004, 2002 ou 2000, peu importe. Mais à l'époque, je travaillais dans une revue, en fait. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était complètement à jeun de la pratique du paysage en Italie, mais tout ce qui se produisait en France arrivait, à la fois les écrits, à la fois les projets des paysages. Donc, on avait traduit, par exemple, Mouvance, 50 mots pour le paysage, 1998-19, édité et écrit à l'occasion du départ à la retraite de Bernard Lassus. Augustin Berg, Coing, Donadieu, Lassus, Alain Roger, tout le monde avait écrit là-dedans des définitions du paysage assez intéressantes, de milieu, d'environnement. On avait traduit en partie des écrits de Gilles Clément, Jardin en mouvement, qui date de 91, Jardin planétaire, 97. Le traité succinct de l'art involontaire, la notion d'involontaire est assez intéressante, je pense, quand on parle de vivant. Tout ce qu'on ne maîtrise pas, nous, en tant que secteur, et qu'on n'a pas envie de maîtriser dans un trait qui est déterminé et fini. Sagesse du jardinier, manifeste du tiers-paysage. Je suis vraiment restée marquée par ce qui était le débat dont vous parlez, c'est-à-dire le paysage existe-t-il uniquement à partir du moment où il y a un spectateur qui le regarde et qui le nomme, ou a-t-il une existence propre? Dans ces cas-là, on parle de pays et pas de paysage, d'environnement, de milieu, de géographie, d'écologie. Et après, j'étais aussi très séduite par des définitions très simples, comme celle du titre du livre de Michel Courajou. Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. C'est assez... Et des années après, j'ai lu un poème d'Alexandre Romanès qui dit « Ma fille Rose, en regardant par-dessus mon épaule, regarde papa, le ciel est partout ». Et je trouvais assez intéressant le lien entre ces deux poèmes que j'ai lus, enfin, un titre d'un livre, un poème. Ce que je garde vraiment comme quelque chose qui m'a amené en France à vouloir faire du paysage, c'est ces rapports du paysagiste à la ville et au territoire aménagé. À un moment, les paysagistes français ont quitté les parcs et les jardins pour s'intéresser aux gares de TGV, au parking, au bord des autoroutes. En fait, ils ont vraiment embrassé la dimension du territoire aménagé et de la ville d'une façon si volontariste. Comme vous dites, ils ont su se faire la place entre les paysagistes et les architectes, chose sur laquelle on travaille encore en Italie. Et j'ai trouvé ça que c'était très passionnant. Donc, c'était vraiment la raison pour laquelle, au bout de 5 ans d'architecture, je suis venue en France pour étudier le paysage dans ses liens à la ville et au territoire aménagé. Donc, puis la pratique, en fait, les années de la pratique. Donc, c'est vrai que la ville a demandé à s'éverdir dans ces dernières années. Donc, en tant que paysagiste, je pense que dans le milieu urbain, on a vraiment fait l'exercice du compromis de l'interstice. On se prêtait à planter tout et n'importe quoi. J'ai grotté des arbres sur des toitures. Donc, c'est vrai qu'une partie de mes questionnements vient du retour physique de cette action que j'ai menée. C'est-à-dire, c'est pas complètement débile, peut-être, ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ça a du sens ? Et là, du coup, on en a souvent parlé avec Christine, qui elle m'a dit qu'il faut absolument que tu lises un livre qui était en lien avec d'autres réflexions. Quand je m'interroge sur ma pratique dans le milieu urbain dense, je ne pense pas qu'on puisse parler de nature, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'on peut parler d'artefacts naturels. Alors, Marion Waller définit l'artefact naturel comme une entité intentionnellement créée, capable de s'inscrire dans la continuité d'un processus naturel, mais disposant d'un potentiel d'autonomie. Et depuis, je trouve que travailler sur cette notion de potentiel d'autonomie est particulièrement intéressant parce que quand on fait un jardin sur un toit ou sur une dalle, le potentiel d'autonomie de cet espace est la durée de vie du bâtiment et encore plus courte, la durée de vie de l'étanchéité. On parle d'une trentaine d'années. Quand on plante un arbre en pot, en bac, un arbuste, c'est une nature superfusion, c'est-à-dire elle dépend de l'homme qui lui apporte de l'eau et de la nourriture. Quasi zéro potentiel d'autonomie avec les canicules qu'on a ces dernières années. Quand on plante un chêne ou un platane dans la ville dense, lui, il a une espérance de vie de plusieurs siècles. Par contre, elle dépend de notre capacité de lui donner de la valeur, de le défendre, face à la ville qui, elle se reconstitue sans cesse, reconstruit sans cesse sur elle-même. Est-ce qu'à un moment, on va donner de la valeur à cet élément qui est là, qui a poussé
pendant un certain nombre d'années, ou est-ce qu'on va continuer à regarder ça comme quelque chose que de toute façon on en replante un autre, il y en a un autre qui va pousser. Donc c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, en tant que paysagiste, si on souhaite parler du vivant dans la ville contemporaine, des natures, je ne sais pas, parce que je suis assez d'accord, quelle nature, combien de natures, de quel point de vue on le regarde. Il faut vraiment qu'on réfléchisse au fait que le vivant, et je mets l'humain là-dedans, il ne peut pas être réduit vraiment à l'espace aménagé tout le temps, en fait. Il ne peut pas être réduit à un programme qui est systématiquement fini. Lui, il a besoin d'une certaine liberté. Donc, d'une part, je pense qu'en tant que paysagiste, j'aimerais travailler sur 2 axes dans les années à venir. L'une, c'est participer à construire une trame du vivant qui soit écologique, structurante, pérenne, résiliente, apaisée, partagée, créative, mais surtout pas figée. L'espace du vivant est un bien commun pour moi qui se transmet d'une génération à l'autre et ça ne doit plus être le maillon faible de l'équation, la partie qu'on remplace quand on a besoin de construire un nouveau aménagement bâti, faire passer une rue ou faire passer n'importe quel équipement. En qualité d'architecte, en revanche, je me pose vraiment la question d'accepter la finitude de l'objet construit, en fait. Autant sur le vivant, je veux me projeter sur les siècles à venir, autant sur l'objet que je construis aujourd'hui, le sol que j'écalpine avec autant d'amour et d'intérêt. Je pense que mon œuvre devrait être réversible, adaptable, démontable et que je devrais beaucoup plus me préoccuper du déchet qu'elle deviendra. À nouveau, la notion du vivant, elle est intéressante parce qu'elle nous oblige à réfléchir au processus et au cycle d'une façon plus intéressante. Donc, je pense que ce serait vraiment intéressant que les territoires aménagés, qui doivent pouvoir se reconstruire et régénérer durablement au fil des pratiques qui changent. C'est une prérogative de l'humain en tant que vivant évoluer et changer, et donc demander d'adapter nos équipements, nos bâtiments, nos espaces publics. C'est complètement surréaliste aujourd'hui comment on construit ces espaces et comment on les entretient. Et puis voilà, si je vais conclure cette première partie, je pense vraiment que si on veut parler des biens communs, en tant que paysagiste, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui disent que le bien commun est le résultat d'une expérience vécue. Ce n'est pas un concept abstrait qu'on décide de protéger, c'est vraiment une expérience vécue et c'est l'expérience qu'on peut vivre au fil d'un paysage, qu'il soit urbain, agricole, qu'il soit hybride, parce qu'on est effectivement à l'époque de l'hybridation que je vois comme quelque chose d'assez positif et pas forcément négatif. Et qu'on devrait beaucoup plus s'intéresser au processus qui permet le partage de ces biens communs. À la fois... Non, mais justement, non, je ne t'arrête pas, au contraire. Je trouve que ce serait intéressant de... Alors, on entend bien que l'écriture, finalement, de ce rôle de paysagiste n'est pas forcément évidente. Surtout si on le regarde dans une vision qui doit à la fois être un peu fonctionnaliste, un peu sensible, et qui est aussi quand même pas mal entre deux. Comment est-ce que tu vois cette question du processus, la question du programme, la question des acteurs, de façon presque un peu pragmatique, mais qui peut accompagner l'évolution de ce processus finalement? D'une façon pragmatique, je pense que la question de la santé, de l'habitat, du vivant, il faut d'abord prendre acte que le vivant aujourd'hui, ce n'est plus que l'humain, donc le végétal, le monde animal, le microcosme du sol, on est vraiment dans la découverte de tout ce qui se passe dans le sol. Je pense aussi qu'on doit prendre en compte le fait que les notions de santé portent des notions de bien-être, donc ce plaisir à vivre dans un lieu, à pratiquer un paysage que Michel décrit si bien, est un incontournable, aussi bien de bien-être psychique que physique que social. C'était très, très intéressant aujourd'hui à l'exposition, les 3 notions de santé. Et dans ces contextes, je pense qu'on a vraiment 2 enjeux à porter. Celui du programme, c'est-à-dire de l'enjeu de revenir à certains besoins essentiels, et la nécessité un peu de sortir de l'objet fini, en fait, pour travailler beaucoup plus sur des processus et sur une façon de construire la ville qui soit moins nuisible et plus évolutive. Sur la question du programme, je voudrais revenir sur le livre qu'on a fait ensemble sur les toits. C'est vrai que quand on a publié le livre, on est en recherche sur différents projets, il y avait une forme de liberté sur les toits, c'est-à-dire on redécouvrait cet espace, après l'avoir encombré des techniques ou l'avoir oublié, c'est devenu un peu l'Eldorado pour soigner tous les maux de la ville. Mais tous ces premiers projets qu'on a publiés étaient particulièrement intéressants parce qu'on partait un peu à la reconquête. Donc le programme avait une forme de simplicité. Réinvestir ces lieux exceptionnels où on retrouve l'horizon, on prend du recul sur la ville et on respire. En 10 ans, ça s'est inversé en fait. Le toit est devenu l'espace où on doit absolument tout caler, qu'on n'arrive pas à placer ailleurs dans la ville. Donc par exemple, le dernier projet que je mène dans un bâtiment tertiaire du 12e
est très différent du projet qu'on a fait sur le toit de BOTC en 2013. On doit produire de l'énergie, stocker les eaux pluviales, favoriser la biodiversité. Ça doit pouvoir être cultivé par les occupants de l'immeuble qui n'en auront peut-être pas envie. Ça doit sentir bon, ça doit intégrer de la signalétique pour sensibiliser à l'environnement. En fait, il y a tellement de choses à mettre dans ces espaces qu'il n'y a plus de place pour faire du projet. Pour moi, c'est devenu un cauchemar, en tout cas. Mais malgré ces constats, je pense que ce qu'on a découvert en faisant le livre, par ces premiers projets, et ce que moi j'ai découvert en pratiquant les toits, c'est l'envie de rêver d'une autre ville, en fait, de rêver de la ville autrement. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on a tous pratiqué pendant le confinement. Quand d'un moment, on a découvert une ville sans voiture, sans bruit, on a retrouvé le chant d'oiseaux dans le milieu urbain. Moi, je trouve que depuis ce moment-là, il y a une forme d'obsession de se dire, mais pourquoi on ne revient pas à ces questions-là ? Pourquoi on ne dessine pas la ville, comme vous dites, pour le bien-être et la santé, en répartant des éléments qui peuvent être d'une certaine simplicité. Et dans cette simplicité, je trouve qu'on retrouve le dénominateur commun entre tous ces différents êtres qui peuplent la ville et qui se retrouvent dans l'espace public. Et je pense qu'on n'y répondra pas en faisant la collection des enjeux spécifiques, espèce par espèce, moment de la vie par moment de la vie. On n'y répondra pas en pensant de pouvoir tout réduire à une équation fonctionnelle plus ou moins complexe. Et là, on revient, je pense, à ce qui... Dans un constat de base, en fait, si je me perds 1 minute, mais je suis allée à une conférence une journée sur les trames vertes et bleues, et c'était très intéressant de voir comment les scientifiques décrivaient le milieu parfait pour le crapaud, le lézard, le faucon. À un moment, en les écoutant, je me disais, mais en fait, on a exactement besoin de la même chose. Respirer une air non polluée, boire de l'eau propre, voir le ciel étoilé, dormir la nuit dans le noir, s'entendre parler sans que nos voix soient cachées par le bruit d'une voiture, d'un marteau-piqueur ou d'un chantier. En fait, ce sont vraiment des facteurs élémentaires du bien-être. Mais parfois, on se perd à vouloir tout programmer, tout définir, et c'est là où on devient obsolète assez vite, en fait. C'est-à-dire un espace qu'on a décidé en 2010 pour des enfants de 2 à 6 ans, forcément en 2020, il sera obsolète. Alors que ces mêmes enfants de 2 à 6 ans, ils auraient pu jouer n'importe où, sans forcément leur attitrer un espace dans lequel on leur explique comment jouer. Et là, je reviens vraiment à l'expérience qui a beaucoup changé ma façon de pratiquer la ville, qui est l'expérience de la défense. C'est-à-dire que pendant 6 ans, on a travaillé à côté des services techniques de Paris La Défense, et on a, transformé l'espace du quartier au fil de l'entretien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une commande tellement inhabituelle que je me suis retrouvée sous-traitant de l'entreprise Espace Vert, autour de la table avec les gestionnaires des espaces verts. Et ce qui était intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tout est saucissonné, c'est-à-dire le projet, il est limité à une commande à temps déterminé. Il faut que je termine mon chantier et que je me barre 1 an après. Ensuite, ceux qui l'entretiennent, on a du mal à les rencontrer dans la phase du processus parce que c'est le pôle service technique et ce n'est pas le pôle aménagement. Ceux qui vont démonter nos projets, on ne les connaît même pas. Donc, on n'a aucun retour d'expérience de qu'est-ce que ça veut dire démonter ce qu'on a mis en œuvre, en fait. Les nuisances qui ça génère pour tous ceux qui habitent autour, en fait. Tout simplement les riverains qui, comme on entretient les espaces à l'identique, je récite la définition d'entretenir du dictionnaire, maintenir un lieu dans l'état. Qu'est-ce qui se passe 20 ans après qu'on l'a maintenu dans l'état à l'identique, on le trouve plus adapté. Donc, on réengage un chantier, on le démolit, on fait un nouvel aménagement. Alors que je pense que quand on transforme la ville au fil de l'entretien, on a une prise sur le vivant, et je mets l'humain là-dedans, dans ces évolutions des pratiques, dans ces usages qui est très intéressant. On agit plutôt sous forme d'acupuncture, avec des outils qui ne sont pas ceux du grand chantier, qui sont peut-être aussi très propres à une génération qui a ouvert son agence, plusieurs crises multiples qui s'est succédé. On a vu les honoraires disparaître, les ressources aussi, parce que ce n'est pas une question économique. En fait, on a envie de faire des économies intelligentes, parce que ce sont aussi des économies écologiques. Et ce qui surtout on a vraiment appris, c'est que quand un projet ne se fiche pas nos missions à temps déterminé, les acteurs se réunissent autour de la table et partagent leur expérience. Et là, on enclenche un processus de transformation qui est très intéressant parce qu'on apprend les uns des autres. Moi, je ne prétends pas avoir la compétence du jardinier, je ne prétends pas avoir la compétence du technicien qui l'est au quotidien, ni, je pense, la connaissance de l'humain quotidien tout simple d'un agent de propriété qui côtoie les habitants tous les jours avec leurs récriminations, mais aussi avec leur moment de plaisir, quoi. Il n'y a pas que des questions de... Voilà, donc j'aimerais conclure effectivement sur cette idée quand on parle de santé, je trouve que le débat est particulièrement intéressant parce que ça nous oblige à revenir sur des objectifs communs qui ont une forme d'évidence
Et quand on parle aussi de santé, je pense qu'on doit s'intéresser au processus de fabrication de la ville et beaucoup moins à l'objet fini. Parce qu'on doit dessiner, je ne dis pas beaucoup moins, je suis architecte, donc je suis aussi maniaque de l'objet fini que n'importe qui fait ce métier. Mais on peut le mettre en œuvre différemment, en ayant une vision progressive, en sachant où on a envie d'aller, mais en transformant l'espace et en favorisant une forme d'économie et de durabilité dans l'approche au projet. C'est pour dire surtout qu'il faut faire des projets, c'est-à-dire que le créateur, à un moment donné, lorsqu'il y a un aménagement d'un territoire, la transformation d'un territoire, il ne faut pas qu'on prenne les problèmes les uns après les autres pour les résoudre les uns après les autres, mais en effet qu'à un moment donné, on propose une vision d'ensemble. Alors après, la question du processus dont parle Carolina, en effet, en tant que président de la Fédération du paysage, je me suis battu pour avoir des contrats pour les paysagistes sur la durée, mais que je n'ai jamais réussi à avoir. Mais en effet, donc Carolina a trouvé une astuce pour pouvoir le faire, mais il faut qu'on arrive à avoir des contrats sur la durée, parce que très souvent, en effet, nous, on fait le bébé, je dirais, et ensuite, c'est les services des villes qui les entretiennent. Donc la première des choses, c'est que nous entretenons de très bonnes relations avec les services des villes, qu'on construit ces relations sur Nice, je l'ai fait tout le temps. Enfin, j'ai toujours travaillé avec les services des villes parce que je savais que c'est eux qui allaient suivre ensuite l'évolution du projet. Et qu'en effet, nous, paysagistes, on travaille justement jamais sur un objet fini, parce que même quand on plante un arbre, même si on a parfaitement dessiné le projet, l'arbre va se développer. De toute façon, on ne lui donne pas une forme définitive. Donc on crée des milieux qui vont se transformer. Et puis, comme le dit Boris Cyrulnik, on agit sur le milieu qui agit sur nous. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on agit sur le milieu qui agit sur nous. C'est-à-dire que moi, jamais je n'oublie, lorsque je crée un milieu, que c'est un milieu pour des gens. Pour des gens, pour qu'ils y vivent. C'est-à-dire que les gens, les habitants, la société fait partie du milieu. Donc c'est vraiment cette question-là que j'ai donc toujours développée, et c'est comme ça qu'en 2011, avec François de Mazières, j'avais créé une exposition à Paris qui s'appelait la ville fertile. Cette notion de ville fertile, en effet, elle est fertile parce qu'on va pouvoir on va s'intéresser au substrat physique, mais on va s'intéresser au substrat paysager et aux visions que les gens, la fertilité des visions même, qu'on va apporter, des relations sensibles que vont entretenir les habitants avec leur milieu physique. Et ça, ce système, j'en parlais tout à l'heure, ce système, c'est vraiment essentiel. Et ce que disait Carolina aussi, je rebondis sur ce que tu disais, je pense que la crise numéro 1 qui précède toutes les crises, la crise économique, la crise du pétrole, la crise climatique, c'est la crise des rêves, ce que j'appelle la crise des rêves. C'est-à-dire que nous, on est là aussi aujourd'hui, on est là dans notre pratique pour proposer des rêves qui nous paraissent positifs. Et c'est Gaston Bachelard qui disait « Le rêve est une force de la nature ». Le rêve est une force de la nature, et c'est évident que le rêve est une force de la nature, et il faut que ces rêves-là qu'on chérit et auxquels on croit, ces rêves aussi de nature, de cette troisième nature, ils soient en effet enrichissants et qui permettent à la ville de se transformer. Parce qu'on peut rafraîchir les villes sans arbres. On peut, j'en ai vu, des trottoirs brumisés. J'ai vu des ombrières sur les trottoirs partout artificiels, en plastique blanc, etc. On pourrait très bien imaginer qu'on fasse une ville sans nature du tout. Et qui soit parfaitement adapté à la transformation écologique qu'on est en train de produire avec notre pollution et notre destruction de l'environnement. On pourrait imaginer un milieu totalement artificialisé, totalement. Une espèce de vaisseau spatial. Les gens, ils habitent bien dans la station orbitale, et ils ont l'air de bien s'y plaire. Et les gens qui vivent, même il y a des gens qui vivent dans les supermarchés, qui vivent toute la journée, sous les néons. Donc, si vous voulez, je pense qu'en effet, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que c'est pas inéluctable qu'on transforme la ville, qu'on verdisse la ville, qu'on transforme la ville en lui donnant une richesse écologique. Et pour moi, ce que disait Carolina d'ailleurs, et ce que disait l'adjoint au maire, ce que c'est important pour moi, cette végétalisation, de créer de la biodiversité. Alors c'est un terme tellement galvaudé aussi que je n'aime pas utiliser, mais de créer en effet une richesse de milieux de vie multiples, qu'il y ait des papillons, qu'il y ait des moustiques même, des araignées, c'est dingue, des lézards, oh là là, quelle catastrophe. Non mais je veux dire qu'il faut dire que cette richesse-là est cette richesse qui part de la structure végétale de la ville, parce que c'est la structure végétale, arborescente, c'est elle qui structure d'abord la biodiversité, la richesse animale, biologique. C'est donc cette structure-là végétale qu'il faut
qu'il faut créer et qui va être notre troisième nature. Il y a de l'utilitaire sans doute et il y a du symbolique associé à l'utilitaire dans toutes nos actions. On n'oubliera jamais le symbolique. C'est cette nature de rêve qui fait que c'est une nature. Il y a des oiseaux, il y a des bêtes, il y a de la vie, il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a du ciel, il y a des nuages qui passent, ces merveilleux nuages. Et donc on a vraiment une nature riche qui donne en même temps, pour moi, cette ville fertile dont je rêve, c'est-à-dire qui donne une image de la ville tolérante, parce qu'elle est ouverte, de la ville ouverte. Pour moi, c'est l'ouverture. Tout à l'heure, je disais, moi, je veux habiter le paysage. Et c'est vrai. Pourquoi ? Parce que le paysage, pour moi, c'est synonyme de liberté, d'ouverture, d'air, de respirer. Voilà. Cette histoire-là, en effet, c'est tiré. Alors, c'est un peu dur, mais c'est magnifique. C'est tiré d'un film d'Abbas Kiarostami, qui est turc, je crois, et ça s'appelle Le goût de la cerise. Et donc, je l'avais extrait une fois, j'avais fait un colloque à Gaillac, c'était justement sur le paysage et bien-être, et j'avais extrait ce texte-là qui fait partie de l'ensemble du texte du film, et c'est un résumé du film, c'est les premières scènes du film. « Laisse-moi te raconter un souvenir. C'était au début de mon mariage. On a eu toutes sortes de malheurs. J'en étais tellement las que j'avais décidé d'en finir avec cette vie. Un matin, avant l'aube, j'ai pris une corde dans ma voiture. J'étais déterminé. Je voulais me suicider. Je suis parti vers Mianais. C'était en 1960. Je suis arrivé dans les plantations de mûriers. J'ai lancé la corde sur un arbre. Mais elle ne s'est pas accrochée. J'ai essayé une fois, 2 fois, sans résultat. Alors, j'ai grimpé sur l'arbre et j'ai bien accroché la corde. Et là, j'ai senti quelque chose de doux sous ma main. C'était des mûres. Des mûres délicieusement sucrées. J'en ai mangé une, succulente. Puis une deuxième, une troisième. Soudain, j'ai remarqué que le soleil se levait au sommet de la montagne. Quel soleil, quel paysage, quelle verdure. Tout à coup, j'ai entendu les écoliers qui allaient en classe. Ils se sont arrêtés pour me regarder. Ils m'ont demandé de secouer l'arbre. Les mûres tombaient et ils mangeaient. Je me sentais heureux. Puis j'ai ramassé des mûres pour les rapporter à la maison. Ma femme dormait encore. À son réveil, elle a mangé des mûres aussi. Elle en a éprouvé du plaisir, elle aussi. J'étais parti pour me suicider, je suis revenu avec des mûres. Une mûre m'a sauvé la vie. Une mûre m'a sauvé la vie. Je te laisse peut-être réagir, Carolina, parce que toi, tu avais une version qui nous mettait davantage en relation avec les espaces de vie, que je trouvais aussi également intéressante sur ce laisser faire, finalement, dans une vision un peu d'appel au vertige. C'est vrai que c'est difficile de parler de nature parce que notre approche à la nature est culturelle. Dans chaque époque, on en a une idée différente. Donc aujourd'hui, on l'idéalise complètement et c'est peut-être parce qu'on a complètement oublié de quoi il s'agit en fait. Comme tu aimes rappeler, le Covid, le VIH, c'est aussi la nature. Donc il n'y a pas que, on va dire, chaperon rouge qui traverse dans les bois et qu'à un moment rencontre le loup. Mais ce qui est intéressant, je pense, dans ces rapports idéalisés à la nature, c'est qu'on a passé quand même plusieurs centaines d'années à la maîtriser, à assécher nos marées, à la conduire, à se mettre à l'abri, en fait. À la base, il y avait aussi un besoin de se mettre à l'abri. Puis je dirais qu'autour du 19e siècle, on a commencé à chercher d'autres sensations, dont le vertige, par exemple. Il y a des peintures qui sont assez explicites dans ce sens. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à découvrir la mer. Si on revient à la santé, on a commencé à aller à la mer pour se soigner, la tuberculose. Après, on a commencé à apprécier la montagne. Jusqu'à cette époque, la montagne, c'était une horreur, un cauchemar, parce qu'on en sortait rarement vivant. En traversant les Alpes, par exemple, entre la France et l'Italie et la Suisse. Après, on a commencé à aimer le désert. Et au tout dernier, ce sont les abysses, en fait. C'est d'autres sensations qu'on vient chercher du moment où on est dans notre confort citadin, ou dans notre confort à la campagne, qu'on va explorer.
Je dirais que ces derniers temps, on a une forme de nouvelle sensibilité, ce que certains définissent comme l'intelligence écologique, c'est-à-dire que cette capacité qui était assez intéressante dans votre diagramme sur les facteurs de santé, de percevoir les liens intimes entre des facteurs qui auparavant étaient distincts en fait. On ne percevait pas les relations qui sont entre une pluralité de facteurs qui parfois sont insaisissables. Et je trouve qu'à nouveau, si on revient sur des notions du vivant, cette attention et cette sensibilité nous mènent vers un intérêt sur le processus et le vivant, sur l'accompagnement du vivant, plus peut-être que sur la conduite et la maîtrise, qui forcément oblige un changement de pratique radical pour le paysagiste. C'est-à-dire, on ne vous livre pas un objet fini. Il faut que le maître d'ouvrage l'accepte, en fait. Et sur ce thème, en fait, je pense qu'il y a vraiment un texte qui, ironiquement, est un peu contradictoire avec celui que tu viens de lire, et que je vais lire très mal parce que mon accent, quand je lis, il se amplifie parce que j'ai envie de prononcer toutes les lettres comme une Italienne qui a appris à lire en Italie. Donc, avouons-le, c'est un texte d'un poète autrichien, Rainer Maria Rilke, traduit en 1942. Il a écrit au début du siècle. Avouons-le, le paysage est une chose étrangère pour nous. Et l'on est terriblement seul sous les arbres qui fleurissent et parmi les ruisseaux qui coulent, seul avec un homme mort. On est moins abandonné que seul avec des arbres. Car, quelque mystérieuse que puisse être la mort, plus mystérieuse encore est une vie qui n'est pas la nôtre, qui ne participe pas à nous et qui, en quelque sorte, sans nous voir, célèbre ses fêtes. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que je pense que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est à dialoguer ouvertement avec cette force vitale qui est à la fois celle des usagers qui ont envie d'investir les espaces publics comme ils l'imaginent, d'une nature qui a envie de se développer, se déployer parfois au-delà du dessin qu'on a fait, de la maîtrise qu'on en avait envisagée, et qui, pour pouvoir laisser de la place à cette force vitale, il faut qu'on change un tout petit peu d'échelle, c'est-à-dire ça ne sert à rien faire des espaces de biodiversité, comme on les nomme aujourd'hui, truffés d'arbustes locaux, dans des jardinières, si on doit les rabattre, les tailler tous les ans. Donc il y a toute une notion sur laisser la place à une vie qui n'est pas la autre, qui a un impact assez intéressant sur le projet tel qu'on est habitué à le mener, à la fois dans la programmation et à la fois dans le dessin, je dirais. Et donc c'est là, en fait, que je pense qu'en tant que paysagiste, dans les années, m'a donné envie aussi de pratiquer ce que Christine appelle le lâcher-prise, en fait, lever un peu le crayon. Mais du coup, on en discutait tout à l'heure. Aujourd'hui, on restaure une rivière dans une vallée à la place d'un étang artificiel qu'on assèche. Eh ben, on s'est questionné, est-ce qu'on va la dessiner à la pelleteuse? On passe par AutoCAD, on la dessine. Après, on vient avec la pelleteuse, est-ce qu'on va laisser la rivière trouver son chemin et on accompagne ces cheminements. Donc, le maître d'ouvrage a accepté de ne pas du tout savoir où on va, où elle va passer cette rivière, dans la plaine. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on est dans un autre rapport à cette force et cette vie qui n'est pas la nôtre, qui dans ce cas-là, ça peut être la gravité de l'eau qui descend du point haut, du point bas, mais aussi de toute la végétation qui va s'installer derrière en fonction du niveau d'humidité qui va rester dans le sol, en fonction des dynamiques qui vont s'enclencher. Ou parfois, on décide sur certains projets, là où il y a par exemple des conflits, je ne dirais pas des conflits, mais parfois des moments de contradiction avec les écologues, de ne pas aller jusqu'au plan de plantation. On se contente de travailler le sol, on met tout l'argent et toute l'énergie qu'on a dans la qualité du sol, rendre la ville fertile, et on voit qu'est-ce que ces espaces vont devenir. Je voulais vous laisser tous les deux la parole en conclusion sur deux termes voilà, qu'on a pu citer dans nos échanges. Michel, toi, sur l'universalité de la subjectivité, attention. C'est ça. Tu as donc 3 minutes et demie. Alors, écologie paysage, je dis je t'aime moi non plus. Voilà, ça c'est une question. Ensuite, c'est pour ça que j'interviens toujours, je dis toujours, la question de la subjectivité, pour moi, elle est essentielle. C'est-à-dire justement, et Pierre Sansot, pour ça a été aussi un modèle. Pierre Sansot, qui est un philosophe, sociologue, qui a écrit La France sensible, qui a écrit Variations paysagères, qui a beaucoup écrit justement au départ avec la pensée et la démarche paysagère, qui a été un des tenants avec Michel Conan. Donc après, il y a eu les Augustin Berg, qui sont arrivés, Lucien Bulle, Thébergien, il y a eu beaucoup de gens, de philosophes, mais qui sont partis de cette sociologie de la subjectivité, je la trouve passionnante, parce que justement, elle s'oppose à une espèce de quantification de tout, ce que tu disais tout à l'heure, même la programmation, et dire en effet, ma relation subjective aussi, elle est essentielle au monde, et si je l'approfondis au maximum, c'est le travail des artistes en général qui vont au fond d'eux-mêmes pour trouver une universalité
de leur propre moi, je dirais. Et c'est vrai, il y a une universalité partagée. Donc cette vision d'écologie partagée ou de paysage partagé, paysage-partage, elle est essentielle pour justement qu'on puisse ensemble traverser les villes, transformer et traverser d'ailleurs, mais transformer les villes dans le sens qui nous paraît le plus réjouissant, c'est-à-dire y mettre au maximum de la vie, et que, en effet, les architectes aussi, petit à petit, comprennent qu'ils doivent se plier au paysage et que le paysage doit être un préalable à l'urbanisme. Et dire le paysage doit être un préalable à l'urbanisme, ce n'est pas juste des mots, c'est dire il faut que notre vision à nous, notre approche à nous, de l'air environnemental, elle précède la vision qui a toujours fait les villes jusqu'à présent, c'est la vision de l'architecte, au sens où on crée de la structure avant tout. Donc on crée une structure géométrique, spatiale, spatialisée. Donc l'architecture, c'est ça, c'est quand même une structure sur laquelle c'est un objet. Et nous, ce n'est pas des objets, c'est des écosystèmes sensibles, on va dire. Donc c'est qu'il faut que les choses se parlent. Et ça, tu le disais à un moment donné, mais lorsqu'on crée un paysage, c'est quoi un paysage? C'est que tout d'un coup, les choses se parlent. Comme tu dis, ça existe avant, pendant et après nous. Voilà. La subjectivité comme point essentiel de la naturation des villes, en fait, et même de la vocation psychique, je dirais aussi, et de l'équilibre mental qu'on peut donner aux villes. Et non, si je prononce sur l'équilibre mental, moi j'avais bien aimé ta formule sur l'amnésie, Carolina, et notamment tout ce qui était en relation avec le territoire mental d'espérance. C'est intéressant parce que de ces dîners qu'on a fait, Christine nous a sorti plein de questions qui nous ont obligés à mettre au point notre pensée d'une façon assez précise. Donc je me suis dit, l'amnésie de la difficulté, c'est cette magie qu'on arrive sur un nouveau terrain et on a oublié tout ce qu'on a dû endurer dans le projet précédent. Les mêmes débats, un arbre, ça coûte, de l'entretien, etc., etc. Ça produit ceci, cela. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau lieu, on imagine ce qu'il peut devenir. Et c'est vrai que Gilles Clément a une formule qui j'aime beaucoup, un territoire mental d'espérance. À chaque fois qu'il plante une graine, le jardinier se projette nécessairement vers un futur plus ou moins lointain. Il est dans ce que Gilles Clément appelle le territoire mental d'espérance. Donc il y a vraiment un rapport positif au temps qu'on développe dans le paysage et que je n'ai pas développé en tant qu'architecte. C'est-à-dire, du moment où on termine un chantier de paysage, tout commence. C'est incroyable, en fait. Tout ce qu'on met en place en dur commence à vieillir, à se détériorer. Et tout ce qu'on a mis en place de vivant, y compris les espaces qui accueillent les gens, commence à vivre une vie propre, une vie qui n'est pas la nôtre. Et là, je trouve qu'il y a un autre aspect qui est assez intéressant. Et là, c'est plutôt Susanna Magistretti, c'est un paysagiste en Italie, qui a décidé de créer une pépinière dans une prison à Milan. Et venant un peu de la upper class milonaise, elle a aussi créé une entreprise de paysages. Donc avec ses tollards, elle se balade chez les gens bien de Milan, au centre-ville, aménager des jardins. Ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'elle dit quelque chose de très simple. D'une part, elle dit que le jardin, ce n'est pas uniquement un lieu de paix et de sérénité, c'est un lieu où l'on apprend de nos échecs. Ce sont bien nos échecs qui nous apprennent la patience, la précision et le soin nécessaire pour bien faire. Je trouve qu'on a... Pareil, à nouveau, dans l'expérience, dans le processus qu'on peut pratiquer au quotidien, d'où l'intérêt de sortir un peu du bureau, c'est apprendre à prendre soin, mais aussi à apprendre de ses échecs. Puis, Susanna Magistretti, elle dit, je suis toujours surprise, en fait, quand une vieille dame aristocrate demande à un de mes tollards comment cultiver une rose, comment réussir sa plante. Elle est toujours surprise du fait que les gens s'intéressent au vivant et que ça permet, dans un certain sens, de décloisonner certaines barrières sociales. Évidemment, c'est un cadre assez privilégié. Mais là, je trouve qu'on revient à cette notion que tu disais, en fait, le végétal, c'est quelque chose que l'on partage tous. Et je vais conclure sur mes dernières lectures, sur celle qu'on appelle la pyramide de la biomasse. Donc, il y a un dessin immonde, parce qu'on ne l'a pas encore repris, qu'on a juste trouvé sur Internet. Christine voulait absolument le mettre. Mais le végétal... Juste pyramide de la biomasse, je trouvais ça un peu rude. Je me disais qu'on avait besoin de se projeter quand même. Donc, En fait, le socle de la pyramide, c'est vraiment le monde végétal. Qu'est-ce qu'il est propre au monde végétal? Ce sont les seuls êtres vivants qui, à partir de l'énergie solaire, sont capables de produire de la matière organique. On appelle des autotropes. Tous les autres se nourrissent de ces premiers rayons de soleil qui ont été générés par le végétal.
Donc on a les premières herbivores, tout petites, qui vont manger les feuilles et qu'ensuite ils vont manger par des plus grands carnivores, etc., dont celles qu'on connaît tous comme la chaîne alimentaire. Donc je me dis, enfin, quand je cherche quelque chose de simple à faire, parce qu'on a un peu peur de se perdre dans tous ces paramètres à prendre en compte dans la ville contemporaine, je me dis que si on s'occupe du végétal, du sol, de l'air et de l'eau qui lui sont nécessaires, on va finir par s'occuper de tous les autres êtres vivants et qu'on ne devrait pas trop se planter là-dedans. Donc c'est vrai que dans cette organisation du vivant, je pense qu'à la fois il y a l'aspect technique, mais là il me rassure sur le sens de dire focalisons nos efforts sur le vivant, les espèces végétales, replanter, rendre fertile la ville, mais aussi les champs. En fait, on a une image de la ville qui n'est pas fertile parce que le minéral, mais un terrain agricole, ça peut être beaucoup plus stérile que n'importe quel milieu urbain aujourd'hui. Donc je me dis, là, on ne devrait pas trop se planter. Si on prend soin de ce premier élément, cette première feuille dont toute la chaîne alimentaire et dont tout son dépend, on ne devrait pas trop aller loin. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la simplicité du geste de planter et de prendre soin de ces plantations cache en réalité une énorme diversité d'enjeux, en fait, qui sont à la fois les enjeux de réfléchir, à la fois les enjeux de biodiversité, mais qu'on n'a peut-être pas besoin de les nommer à chaque fois et de cocher toutes les cases, parce qu'aujourd'hui aussi, on est un peu anéanti par ces tableaux à remplir, d'objectifs à cocher, des paramètres à valider. Voilà, une approche simple. Sans transition, je laisserai la parole à Simon pour la conclusion. Bonsoir à tous et à toutes. En fait, j'ai pas envie de conclure cette conférence. Non pas par paresse, ni par manque d'imagination, peut-être un peu, ou manque d'attention, peut-être un peu aussi. Non, j'ai été passionné par ces échanges et c'est pour ça que cette tâche de conclure est particulièrement difficile. Christine avait évoqué le fait de lister avec vous quelques éléments de recherche scientifique sur les bienfaits éprouvés de la nature, du paysage, sur la santé humaine. Mais j'ai compris avec Carolina qu'en énumérant l'ensemble de ces bienfaits, je suis sûr que dans cette salle on en est tous convaincus, on allait peut-être aboutir à une vision trop hygiéniste ou fonctionnaliste du vivant, utilitariste, et que finalement notre débat devait s'élever. On est sur un sujet vertigineux, le vivant, et c'est peut-être en connaissance de cause d'ailleurs qu'on fait ce rendez-vous ici à la Bastille avec cette vue si impressionnante. J'ai pas envie de conclure également parce que, quelque part, cette question de la nature en ville, elle n'a pas encore livré tous ses secrets et elle n'a pas également permis de rendre encore la ville assez vivable. Ça a été évoqué par Gilles Namur dans son introduction. L'enjeu n'est plus de bien vivre la ville, comme on pouvait l'évoquer dans l'ouvrage de la Fondation, peut-être avec un point de vue assez naïf, mais véritablement de rendre la ville vivable. Avec effectivement ces 45 jours de canicule en 2050, on ne peut pas conclure cette conférence en disant qu'on a trouvé la solution. Je ne peux pas conclure cette conférence également parce que sans doute mon naturel d'ingénieur irait vers des conclusions trop complexes, alors que j'ai compris que la question de la nature en ville et du paysage devrait retrouver une forme de simplicité et qu'il fallait peut-être arrêter d'avoir cette approche ultra-fonctionnaliste pour retrouver à la fois une nature désirable en assumant aussi les contradictions et les frictions entre les sociotopes d'un côté et les biotopes de l'autre. Ces frictions, on a tendance aujourd'hui à les oublier. Et moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, on a eu une commande de l'ADEME pour justement évoquer toute la convergence entre la santé d'un côté et l'écologie de l'autre. Et comme on a une forme d'esprit de contradiction quand même, on leur a dit qu'il y avait aussi des espaces de friction. Et ce rapport ambigu qu'on peut avoir avec la nature, c'est un espace de friction. Et curieusement, autant on documente énormément les convergences entre la nature et la santé, autant on ne documente pas assez ces frictions qui apparaissent aussi dans les perceptions des habitants. Or, c'est vraiment un objet de projet
que de travailler à travers effectivement cette réception et cette perception de l'habitant de ce que peut être une nature acceptable. Il faut peut-être repenser cette intervention du paysagiste sur cette question aussi du temps long, de l'incertitude, on l'a évoqué à plusieurs reprises, et aussi d'avoir cette forme de vertige sur la question aussi du lâcher-prise de ce paysage, d'accepter qu'on ne travaille pas cette forme végétale réellement, on est plutôt des artisans du sol et qu'on accepte une incertitude qui nécessite une intervention plus longue d'adaptation, d'évolution de ce paysage dans le temps, et où on accepte finalement de ne pas pouvoir maîtriser ni trop dessiner. Je n'ai pas envie de conclure, parce que j'ai compris effectivement que ce qui était important, c'est une forme de subjectivité aussi dans l'exercice du projet. Et donc je vous laisse vous-même, quelque part, retirer de votre propre expérience et de votre propre expérience vécue ce soir, ce que vous retenez de cette conférence. Et je rappelle quand même qu'une invitation a été faite par Michel pendant la conférence pour aller le visiter dans les Cévennes. Donc là, je rappelle, et donc venez tous lui rendre visite dans sa bibliothèque frugale. Il vous accueillera avec grand plaisir, j'en suis sûr. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.